Madame, Monsieur, bonsoir. Les campagnes électorales ne sont plus ce qu'elles étaient, tout le monde en convient. Les médias électroniques, comme celui qui me sert pour m'adresser à vous, occupent une telle place dans les perceptions qui font et défont l'opinion publique maintenant, que du coup se sont trouvées évacuées les rencontres d'autrefois, où un chef devait être confronté à des électeurs et électrices pour convaincre une éventuelle majorité. Le réseau TVA a choisi de recréer cette place publique, où un chef doit sur le champ fournir réponse à des questions dont il n'est pas informé à l'avance, mais qui tenaillent celles et ceux qui sont venus à sa rencontre. Nous remercions les chefs des principaux partis pour avoir accepté ce défi et ce risque, sans doute parce qu'ils y voyaient comme nous la base même de l'échange démocratique. J'invite le chef du Parti québécois, M. André Boisclair. Bienvenue, M. Boisclair. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Boisclair. Tous ces gens ont une question qui leur brûle les lèvres. Vous conviendrez donc que plus vous allez répondre de manière concise et précise, mais de manière complète aussi comme vous l'entendez, plus nous pourrons entendre les citoyens qui se sont déplacés pour vous rencontrer. Et si vous le permettez, on commence tout de suite. Une question de M. Sébastien Lévesque qui vient de l'Épiphanie. Bonsoir, M. Boisclair. Bonsoir, M. Lévesque. Dans un gouvernement antérieur, vous avez été ministre des Relations avec les citoyens et de l'immigration. Oui. Donc, d'où ma question, pourquoi vous n'avez exercé aucune espèce de leadership dans tout le dossier des accommodements raisonnables, alors que cette expérience aurait dû vous fournir une expertise dans ce domaine? Les faits que vous évoquez, ma présence au ministère de l'Immigration, m'a permis d'être le premier chef de parti qui a écrit une lettre ouverte dans les journaux sur la question des accommodements raisonnables. Les accommodements raisonnables, je les ai défendus, mais je me suis surtout exprimé sur la raisonnabilité des accommodements. Je n'ai rien, par exemple, contre le fait qu'on puisse, comme société, accommoder des gens pour qu'ils exercent leurs droits, mais pas à n'importe quel prix. Puis il y a une chose qui est fondamentale pour moi, l'égalité entre les hommes et les femmes, entre autres. Et ce qui me préoccupe, c'est la façon dont on gère nos services publics. Vous êtes citoyen du Québec, vous pourriez être fonctionnaire. Imaginez si on vous disait à vous, compte tenu de ce que sont vos convictions religieuses, vous n'avez pas le droit de donner des services à une personne d'une religion différente de la vôtre. Ça n'aurait aucun saint bon sens. Ce serait déraisonnable. Je l'ai dénoncé et j'ai demandé à M. Charest de prendre des directives claires, de dire aux fonctionnaires de la Société d'assurance automobile du Québec, de dire à tous les corps policiers que les pratiques qui ont été portées à l'attention des gens, c'était des pratiques inacceptables et qu'il fallait qu'ils donnent des directives claires. M. Charest a créé une commission, mais j'attends toujours ces directives. Est-ce que ça vous satisfait, M. Lévesque? Merci beaucoup. Monsieur Boisclair, je vous présente M. Jean-Louis Cadieux de Saint-Alphonse-Rodriguez, dans la Naudière. M. Cadieux, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le Parti libéral a implanté un nouveau système de gestion de la santé sans pour autant que nous, les clients, nous soyons satisfaits. Pas de médecin de la famille, toutes les attentes indues dans les centres de services professionnels, dans les urgences et dans les soins de service en centre hospitalier. Question. Avez-vous l'intention de conserver ces structures? Si oui, quelle amélioration comptez-vous y apporter pour qu'elles soient plus efficaces, compte tenu que votre priorité, M. Boisclair, c'est l'éducation? Oui. Alors, je vais vous dire deux choses, parce que votre question est importante, puis je comprends qu'il y a bien des gens qui regardent ce qui se passe en ce moment et qui ne sont pas satisfaits de la façon dont ça bouge en réseau de la santé. Une chose là, claire, je ne m'engage pas dans un débat de structure au lendemain de notre élection. Ce que les gens veulent, c'est d'avoir accès à un médecin de famille. D'où notre engagement au Parti québécois de porter à 300 le nombre de groupes de médecine familiale. Je veux aussi investir davantage dans un service de maintien à domicile. L'idée, c'est de faire en sorte que des gens qui aujourd'hui se retrouvent dans des urgences aient des alternatives à l'urgence. Parce que souvent, ils s'y retrouvent pour des cas qui ne sont pas urgents. Je veux donc, plutôt que de faire en sorte que des gens se présentent à l'urgence, que ce soit des médecins, que ce soit du personnel qui puisse aller chez les gens et leur donner des services sur place. Donc, nos deux priorités, l'accès aux médecins de famille et faire en sorte qu'on investisse dans les situations où des gens ont besoin à la maison de service. C'est tout le propos sur le maintien à domicile. Mais ce que M. vous demande, c'est que si votre priorité à l'éducation ne nuira pas à cet attachement à améliorer le service de santé? Ça, c'est une belle question. Vous m'avez posé une question précise sur l'accès aux services. Moi, je pense qu'on peut... Sur la gestion du système. Oui. Sur la gestion, je vais vous dire, pas de réforme du côté de la gestion. Les gens, ce qu'ils veulent, là, ce sont des services.
On ne bouge pas du côté des structures. J'en ai vu suffisamment de débats de structures depuis que je suis en politique. C'est pas ça qui intéresse les gens pour le moment. Mais je vais aussi avoir une vision plus large de la santé. Oui, l'accès aux services, mais est-ce qu'on peut se dire aussi qu'on peut investir dans notre santé? Un des grands déterminants de l'état de santé des gens, c'est leur niveau de scolarité, c'est leur niveau de revenu. Et moi, je pense que plus on va investir dans le développement de l'intelligence des gens, plus on va investir dans l'éducation, plus les gens seront en santé. M. Cadieux? Mais pour la santé, vous dites la structure, je n'y touche pas. Mais l'amélioration du système de la gestion au quotidien. Parce qu'on injecte de l'argent, oui. Ça ne change pas. Non, parce qu'il y a une demande aussi qui augmente de façon considérable. Et de penser qu'on peut aller chercher des gains du côté de l'efficacité, oui, très certainement. Il faut en discuter d'ailleurs avec nos employés du réseau de la santé. Mais est-ce que c'est en démolissant, par exemple, des régies régionales qu'on a créé, quand on a créé des centres de santé et services sociaux, qu'on a changé des choses de façon significative? Moi, j'ai plutôt l'impression que les récentes réformes ont nui au réseau de la santé parce qu'on a sorti tout ce qui existait de la société civile, du conseil d'administration des CLSC. Les nominations sont très, très politiques sur les conseils d'administration. Mais une chose est claire, ce que je veux, c'est plus de services, mieux financés, et des objectifs de résultats sur l'accès aux services. Les débats de structure, je ne m'embarque pas là-dedans. Et M. Boisclair, on aura d'autres questions, vous en doutez bien, sur la santé aussi au cours de cet entretien. Je vous présente Mme Joanne Martial qui vient de Gatineau. Bonjour, Mme Martial. Bonsoir, M. Boisclair. Vous dites que votre priorité numéro 1, c'est l'éducation. L'éducation est aussi très importante pour moi. Je suis professeure de musique et mère de 5 enfants. Cependant, il me semble que le Parti québécois a été fondé pour amener le Québec à son indépendance. C'est bien ce que stipule l'article 1 du programme de votre parti. Alors, M. Boisclair, moi qui rêve d'un pays souverain, comment puis-je être certaine que vous allez faire en sorte de mener ce projet à terme? Bien. Il y a deux choses qu'il faut se dire. D'abord, au Québec, on est capable de marcher puis mâcher de la gomme en même temps. Nous poursuivons des objectifs de gouvernement. Et que c'est clair que l'éducation, pour moi, c'est notre priorité. J'aurai l'occasion sûrement de revenir à d'autres questions pour vous expliquer ce qu'on a le goût de faire. Mais si je veux mieux faire en santé, si je veux mieux faire en éducation, pourquoi ne pas aller chercher toutes nos ressources? À la fois l'argent qu'on envoie à Ottawa, qu'on est obligé constamment de renégocier pour aller chercher de l'argent qui nous appartient, à la fois aussi aller chercher plus de pouvoir pour l'Assemblée nationale du Québec. Le jour où on fait ça, je suis convaincu qu'on formera un encore meilleur gouvernement. Et c'est ce que je propose aux Québécois. Non pas que la souveraineté va nous amener soudainement plus de médecins dans les hôpitaux, va faire pousser les arbres plus vite, c'est pas ça que je dis. Mais en allant chercher plus de responsabilités, en ayant des politiques plus cohérentes, puis en gérant notre argent qui nous appartient, en fonction de nos intérêts, je suis convaincu qu'on sera capable de mieux faire. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, madame. M. Boisclair, si vous permettez, nous faisons une pause. D'autres citoyens vous adresseront des questions par la suite. Merci. Si vous voulez réagir, venez en discuter sur espacecanoë.com. Alors, de retour avec le chef du Parti québécois, M. André Boisclair, je vous présente M. Bruno Godin de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Bonjour, M. Godin. Bonsoir, M. Boisclair. Alors, ma question a deux volets. Alors, la première, si vous êtes élu, vous engagez-vous à tenir un référendum dans le premier mandat? Et le deuxième volet, d'après vous, est-ce réaliste de croire qu'un référendum dans les 4 prochaines années peut être gagnant? Alors, aux deux questions, je réponds de façon très claire et franche. La réponse, c'est oui. Je suis un souverainiste. Les gens du Parti québécois et des millions de Québécois souhaitent que nous puissions nous prononcer de façon démocratique sur notre avenir. Et bien sûr que c'est réaliste. Cependant, comprenez une chose. Moi, je ne partirai pas seul au lendemain de notre élection avec le témoin puis courir vers le référendum. Je veux mettre des gens dans le coup avec nous. C'est pour ça qu'on propose ce forum citoyen. C'est pour ça que je propose une coalition entre souverainistes de différentes options politiques. Ils sont capables de bâtir une coalition. Si en particulier on est capable de mobiliser les leaders régionaux derrière l'objectif de souveraineté, parce que ce seront elles, les régions, les premières gagnantes de la souveraineté. Non seulement on va le faire, mais on va le gagner, ce référendum. Mais ce que monsieur demande, pourriez-vous tout faire ça, ce plan que vous venez d'établir au cours du premier mandat? Bien sûr, bien sûr. Je ne vois pas de difficulté, je ne vois pas d'obstacle qui me permettrait de penser qu'on n'arriverait pas à nos objectifs. Allez-y. Là où je voulais en venir,
peut-être un peu plus précisément, c'est qu'il semble que l'option perd un peu de terrain, a perdu un peu de terrain peut-être dans les dernières années. Donc, est-ce que c'est rattrapable justement dans les... Bien sûr. Regardez tout simplement, regardez quelques faits froids. La souveraineté en ce moment se porte dans les sondages entre 45, 47, j'ai même vu de 48 %. Quand Jacques Parizeau déclenche le référendum, on part à 42 %. Puis il y a bien des gens qui ont compris que le dernier référendum de 95, que nos adversaires l'ont pas gagné de façon honorable. Alors, il y a bien des gens qui non seulement voudront ce référendum, mais qui ont l'impression que le référendum qu'on propose, ça sera une occasion de se reprendre pour celui que nos adversaires n'ont pas gagné de façon honorable. Ça vous convient? Merci. Ça me fait plaisir. Madame Suzanne Wattier, de Montréal. Bonjour, madame. Bonsoir, Monsieur Boisclair. Ma question va peut-être vous paraître un peu redondante avec celle du monsieur qui m'a précédé, mais moi, je suis de ceux qui croient aux projets, aux rêves pour nous faire avancer et aller plus loin. On sait qu'il y a plusieurs souverainistes de la première heure qui maintenant sont un petit peu fatigués, même désabusés. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces gens-là pour les convaincre que le projet qu'incarne votre parti est encore quelque chose de stimulant? Eh mon Dieu. Je dirais peut-être que le premier conseil que je pourrais leur donner, c'est de parler à leurs enfants. Parce que cette génération est celle qui a donné au Québec la génération la plus scolarisée, la plus instruite, une des générations les plus performantes. Comment on en est arrivé là? Parce qu'il y a une génération avant la nôtre, celle de mes parents, de mes grands-parents, qui n'ont pas eu peur de faire la Révolution tranquille, qui sont allés chercher des nouveaux pouvoirs pour l'Assemblée nationale, qui ont mis le Québec moderne au monde. La jeune génération qui pousse, moi je pense qu'elle a autant d'ambition. Celle qui est l'héritière de la Révolution tranquille, eux aussi ont des projets, eux aussi ont des rêves. Et quand ils voient, je pense, le monde dans lequel on vit, ce grand village global, ils ont le goût tout simplement d'aller au bout de la Révolution tranquille. Je pense qu'ils souhaitent que le Québec puisse parler de sa propre voix sur la scène internationale. Ils cherchent aussi une vie politique nationale au Québec, des débats québécois qui nous permettent aussi d'exprimer nos valeurs, non seulement sur des débats qui concernent notre Assemblée nationale, mais qui concernent le monde aussi. Donc peut-être le conseil, écoutez vos enfants, regardez leur vie, et pourquoi ne pas leur donner à eux autant de pouvoir, puis autant de capacité de bouger que la génération qui les a précédés en a eu. Est-ce que ça vous satisfait? Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, madame. Je vous présente M. Mathieu Mercier et les Joailliers à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir, M. Boisclair. Bonsoir, M. Mercier. Premièrement, j'ai 27 ans. J'ai malheureusement jamais pu voter à un référendum. J'aimerais bien voir mon pays souverain un jour. Ma question était, après 30 ans et la plupart de ses membres fondateurs disparus, le PQ est-il encore un véhicule crédible pour accéder à l'indépendance? Moi, je vais vous dire une chose. D'abord, la souveraineté du Québec, elle n'appartient pas au Parti québécois. Elle n'appartient pas à André Boisclair. Nous, on essaie de porter ce projet-là. Mais ce sont des millions de personnes qui portent cet espoir. Donc, le Parti québécois, c'est un véhicule. Mais le Parti québécois ne sera pas seul pour organiser ce prochain référendum. Il y a des gens qui ne sont pas de ma formation politique, qui ne sont pas d'accord avec ma vision de l'avenir du Québec, mais qui sont des souverainistes. Le jour où on est capable de travailler ensemble, puis qu'on est capable de se rallier alentour d'objectifs concret, précis. Je vous donne un exemple. Le jour où on va chercher plus de pouvoir à Ottawa, plus de budget, si on faisait juste amener tout ça à l'Assemblée nationale à Québec, pour le gouvernement du Québec, on serait un des États les plus centralisés dans le monde. Le jour où on conclut, par exemple, un pacte avec les régions, avant un référendum, je pense que la crédibilité, elle va venir non seulement du PQ, non seulement du gouvernement, mais de toutes celles et tous ceux qui vont travailler avec nous à faire en sorte que ce référendum soit gagnant. C'est la présence des gens qui va faire toute la différence. Mais le fait est qu'il y a eu plusieurs partis qui sont dits souverainistes dans l'histoire. Pourquoi le PQ... comment je pourrais dire ça? En tout cas, le PQ est le seul qui persiste. Oui. Mais il n'y a comme pas vraiment de leitmotiv. On dirait que, comme la dame disait tantôt, les gens de la première ligne ne sont plus vraiment dedans. On dirait qu'il y a comme un... Désabusé, qu'elle disait, madame. Est-ce que je peux essayer peut-être une interprétation? Je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche. Mais regardez une chose. Le contexte dans lequel on va faire le prochain référendum ne sera pas celui de 80. Quand l'évêque prend le pouvoir puis qu'il parle aux Québécois, nous étions dans une situation d'infériorité. Il y avait des injustices nombreuses qui se vivaient. La loi 101 n'avait pas été adoptée. Oui, elle avait été adoptée, mais encore, il y avait tout un débat très important qui se faisait sur la question de la langue. Quand on fait le débat référendaire en 95, c'était au lendemain de Mitch, puis il y avait de la colère chez les Québécois. Alors, c'est vrai que le prochain référendum, il peut se faire dans un autre contexte. Mais la question que j'ai le goût de vous poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas tout simplement faire ce projet-là pour nous?
Est-ce qu'on a besoin de se faire donner des coups de pied au fond de culotte par Ottawa? Est-ce qu'on a besoin de vivre des situations d'humiliation puis d'infériorité pour avoir le goût d'avoir le plus de pouvoir? Je pense, moi, que la contribution, entre autres, de votre génération, de la mienne, puis des plus jeunes, nous qui avons vécu avec la loi 101 adoptée, avec le premier gouvernement Lévesque qui avait réalisé des grandes choses pour le Québec, on veut tout simplement faire ce pays pour nous, contre personne, pas contre le Canada, pas contre les Anglais, juste pour nous, parce qu'on sera mieux le jour où on sera plus responsable. C'est peut-être ça le contexte qui change. Ce que vous dites là, si j'ai bien compris, c'est que la nature du combat, la nature de la prochaine bataille a changé par rapport aux précédentes. Ben, je pense que le Québec a beaucoup avancé ces dernières années. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans un contexte de l'après-midi. Il y avait de la colère au Québec au lendemain de l'échec de Meade. Ça a donné tout ça un élan vers le référendum. La question qui se pose dans un contexte qui sera différent dans les prochaines années, est-ce qu'on a véritablement besoin de se sentir humilié, choqué, blessé pour avoir le goût de bouger? Moi, je pense que tout simplement inspiré de nos réussites, de qui on est, qu'on peut avoir le goût d'aller chercher plus de pouvoir et d'être présent sur la scène internationale, de gérer nos affaires, d'être plus responsable. Merci, M. Boisclair. Une pause à nouveau et après, on retourne avec des questions des citoyens. Monsieur, vous voulez réagir? Venez en discuter sur espacecanoë.com. Alors, M. Boisclair, je vous présente Mme Annick Morisseau de Montréal. Bonsoir, M. Boisclair. Bonsoir, Mme Morisseau. J'aimerais savoir si vous considérez que le Québec est assez fort pour envisager l'éventualité d'une souveraineté. Et si oui, j'aimerais avoir des exemples tangibles et concrets à la portée de tous. Bien. Alors, la réponse, c'est oui. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, rappelez-vous simplement les propos de M. Charest quand il est en Europe qui a dit qu'on avait les moyens de faire la souveraineté du Québec. Alors, pour moi, ça ne fait aucun doute. On ne sera pas moins intelligent, moins productif, moins performant au lendemain de la souveraineté du Québec. Alors ça, dans mon esprit, on a tout ce qu'il faut, on a toute l'intelligence qu'il faut. Un exemple concret, si le Québec était un pays dans le monde et qu'on comparait sa richesse relative avec d'autres pays, on serait à peu près les 16e dans le monde. Alors ça vous donne juste une idée de qui on est collectivement quand on se compare au produit intérieur brut par habitant, à peu près 17e dans le monde. Donc ça, je pense, c'est une belle garantie qu'on a les moyens. Puis en plus de ça, qu'est-ce qui nous manque pour faire la souveraineté du Québec? Moi, j'ai véritablement confiance qu'on a tous les atouts. Puis le plus bel atout, là, c'est le monde, ce sont les Québécois. Et je pense aussi qu'on peut se dire qu'à chaque fois qu'on a été chercher plus de pouvoir, je parlais tout à l'heure de la Révolution tranquille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait le goût de revenir derrière? Il y a des gens à l'époque qui étaient favorables au statu quo, qui se sentaient confortables comme ça. Il y en a d'autres qui étaient visionnaires, qui avaient un projet, qui l'ont porté, qui l'ont réussi, puis on a gagné. Ça va être la même chose qu'on va faire la souveraineté du Québec. Allez-y, je vous demandais au niveau de concret, avez-vous des chiffres que vous pouvez nous présenter parce que j'ai regardé les rapports que vous avez publiés. Malheureusement, ça ne m'a pas répondu, moi, en tant que citoyenne. Je n'ai pas réussi à me retrouver là-dedans. Avez-vous des chiffres publiés qui sont vraiment pour monsieur et madame tout le monde? Oui, il y en a des chiffres, puis il y en a eu plein. Je vous réfère, puis vous pouvez trouver ça sur Internet, dans n'importe quelle bibliothèque, les rapports de la commission Bélanger-Campo. Parce que vous savez, le premier qui a poussé très loin l'idée de souveraineté, c'était d'abord Bourassa, souveraineté culturelle, à l'époque qui était en réplique à l'évêque. Puis c'est lui qui avait ouvert aussi un débat sur l'avenir du Québec, qui avait évoqué la question de la souveraineté. Mais Bélanger-Campo, ça nous ramène 15 ans en arrière. Ça nous ramène 15 ans en arrière, mais ça nous donne quand même de bonnes références. Et des études faites par François Legault nous font aussi la démonstration qu'au net, on est gagnant. Mais ce que je veux vous dire, au-delà de tous ces chiffres, parce qu'on pourrait faire une analyse froide, et moi je suis convaincu, puis je peux vous en présenter. Ils sont disponibles d'ailleurs sur le site Internet du Parti québécois, www.pq.org. Vous allez trouver ces chiffres. Mais au-delà de ça, au-delà de notre capacité à la faire, est-ce qu'on serait capable de courir plus vite, puis d'être encore meilleur dans un Québec souverain? La réponse, c'est oui. Je vous invite non seulement à regarder la colonne des dépenses, mais de regarder ce qu'on pourrait faire de mieux, puis plus vite, si on avait tous nos pouvoirs. Merci, M. Boisclair. Ça fait plaisir, madame. Je vous présente M. Richard Dumont, est un retraité de Longueuil. Bonsoir, M. Boisclair. Bonsoir, M. Dumont. Ma question est la suivante. Au cours des prochaines années, tout le monde s'entend pour dire que nous devrons investir massivement dans les domaines suivants: les services de la santé, l'éducation, les réseaux routiers, les soins aux aînés, l'aide aux régions, et j'en passe. Pour financer ces investissements, nous devrons utiliser des milliards de dollars que nous ne possédons pas et nous devrons ajouter à notre dette d'environ 125 milliards ces argents.
En tenant compte de ces données, que me conseilleriez-vous? Je suis retraité, mon revenu annuel est fixe et d'environ 35 000 $. Serait-il préférable pour moi de quitter le Québec et aller m'installer dans un endroit où on paie moins d'impôts? Eh, monsieur, je ferai tout pour vous convaincre de rester au Québec. Pourquoi? Parce que si vous voulez regarder le Québec puis le comparer à d'autres, bien sûr, ici, il y a une fiscalité des individus qui est plus lourde. Mais on a fait des choix aussi d'investir collectivement dans des services. Vos enfants ou vos petits-enfants, si vous en avez, ont accès à des services de garde à très faible coût. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai réalisé que faire garder un enfant pour une journée, c'est 60 $ US par jour que des familles devaient payer. Nous, on paye 7 $ par jour. Les frais de scolarité seraient plus dispendieux, par exemple, en Alberta, qu'ils ne le sont ici. Et je peux donner comme ça une longue liste de services publics qu'on s'offre collectivement. La question est donc de savoir, au net, est-ce qu'on est gagnant? Puis est-ce qu'on peut aujourd'hui encore, à travers la fiscalité, traduire de nos valeurs? Parce que la gouvernance, c'est pas juste une question d'analyse fine, de comparaison, question d'analyse fine, de comparaison Québec-Ontario. Si on prend juste des chiffres, on peut passer à côté. Mais quand on regarde ce qu'on est capable de faire ensemble, dans le financement des services, au net, moi je pense qu'on a une bien meilleure qualité de vie ici qu'à bien des endroits dans le monde, même si parfois ils ont une fiscalité plus faible. Pensez par exemple les États-Unis. Des millions de personnes qui n'ont pas accès à l'assurance médicaments, des millions de personnes qui n'ont pas accès à des services de santé. Donc je suis d'accord, moi, pour qu'on investisse collectivement de nos ressources pour que nos valeurs, l'accessibilité au réseau de santé, l'accessibilité au réseau d'éducation, l'investissement pour le soutien et une meilleure qualité de vie de nos familles, que ça puisse se traduire par des choses concrètes. Donc, restez au Québec, monsieur, puis venez contribuer avec nous et les gens de votre famille. Merci. Merci beaucoup, M. Dumont. M. Boisclair, je vous présente Mme Betsy Côté qui vient de Saint-Colombin et je dois vous dire que Mme Côté est arrivée, ou plutôt est arrivée comme Mme Côté, avec la même question, M. Simon Gagnon de Mascouche, qui a galamment accepté que ce soit Mme Côté qui pose la question. Bonsoir, M. Boisclair. Bonsoir, Mme Côté. Quand on monte un projet d'envergure, on doit détailler dans un plan d'affaires sur une période de 5 ans, 10 ans, 15 ans, la stratégie pour la réussite de ce projet. Oui. Pouvez-vous nous décrire une vision globale du Québec dans 5 ans, 10 ans, 15 ans avec vos grandes lignes directrices? Et y a-t-il des documents écrits et peut-on les consulter? Oui, ben écoutez, j'en ai apporté un. il s'appelle notre feuille de route. Je vous invite à le consulter. Ça, c'est un projet pour le Québec pour les 5 prochaines années. Pour 10 ans, 15 ans, la démocratie va jouer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais si vous nous faites confiance au Parti québécois, ce qu'on veut faire pour les 5 prochaines années, c'est là-dedans. Comment je pourrais essayer de résumer ça? D'abord, un Québec qui est plus performant sur le plan économique. On n'en a pas encore beaucoup parlé pendant la campagne, mais notre richesse nationale, quand on regarde son rythme de croissance, ce qu'on appelle le produit intérieur brut, ça croît à 1,7 % par année. On est parmi les pires au Canada. Donc, je souhaite un Québec plus performant sur le plan économique pour qu'on soit capable correctement de financer des services publics. Je souhaite des Québécois qui soient plus instruits, plus nombreux à aller dans des filières de formation professionnelle, plus nombreux à être diplômés universitaires, pour que notre économie québécoise, véritablement, reparte sur des bases solides. Ce qui est plus solide, c'est ce que le monde entre les deux oreilles. Et j'aimerais vous dire aussi un Québec que je souhaite plus juste. Parce que réussir, courir vite, c'est bien, mais si c'est juste quelques-uns, il y a des problèmes. C'est pour ça, par exemple, que dans notre plateforme, on se dit qu'il y a des choses, il ne faut pas passer à côté. L'indexation, par exemple, des prestations d'aide sociale. Ça, c'est pour les gens les plus démunis. Je pense aussi à toutes celles et ceux qui œuvrent dans l'action communautaire, qui transportent des valeurs puis font des choses très utiles pour la société québécoise. Dans notre plateforme, on parle de ces choses. La violence faite aux femmes. Il y a en ce moment des réseaux d'aide, mais ils sont en ce moment dans une situation où ils ne sont pas capables de répondre à la demande. Vous savez-vous qu'aujourd'hui au Québec, il y a des listes d'attente pour donner des services à des victimes, à des personnes qui sont victimes d'abus. Ce genre de choses doivent cesser. C'est ça qu'on a dans notre feuille de route. Mais si j'ai bien compris votre question, vous voyez, quand vous dites 10 ou 15 ans, donc vous allez dans la période qui serait post-référendaire. C'est là-dessus que vous devez y avoir des éclaircissements, plus que sur le mandat de 4 ans. Oui, parce que n'importe quel entrepreneur pour un projet, un plan d'affaires pour une entreprise, pour une fondation, demande de voir et de prévoir 5 ans, 10 ans et même 15 ans, qui fait que ça implique beaucoup de détails pour pouvoir convaincre puis mobiliser les gens, puis même avoir des appuis financiers
Donc, un référendum, par exemple, aurait un effet de bouleversement dans un plan de 5, 10 ou 15 ans, selon vous? C'est ça que vous demandez à M. Boisclair? C'est peut-être encore inquiétant, répondre seulement pour 4 ans. À quoi les gens peuvent s'attendre après le référendum, après le 4 ans? Quelle caricature du Québec, quelle vision globale peut-on y avoir? Regardez, moi, d'abord, j'ai pas d'inquiétude, madame. Je vous le dis très, très, très sereinement. En 95, bien malin celui qui aurait pu prévoir le résultat du référendum. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui ont précédé le référendum? Est-ce qu'il y a eu des bouleversements économiques? Est-ce qu'il y a eu des entreprises qui ont fermé leurs portes? Est-ce qu'il y a des travailleurs qui ont perdu leur job? Au lendemain de la souveraineté du Québec, nous acquérons des pouvoirs. Et mon opinion, c'est que c'est dans l'intérêt à la fois du Canada et du Québec que la transition se fasse correctement. Pourquoi? Parce que des Canadiens ont investi des centaines de millions ici au Québec. Ils ne l'ont pas fait pour nos beaux yeux, ils ne l'ont pas fait pour notre accent, notre joie de vivre, ils l'ont fait parce qu'il y avait du rendement. En d'autres mots, je ne vois pas de turbulence au lendemain de la souveraineté du Québec. Est-ce qu'on sera toujours mieux et plus heureux? Est-ce que c'est une garantie de bonheur, la souveraineté du Québec? La réponse à ça, c'est non. C'est simplement une garantie qu'on sera chez nous responsable. Puis peut-être, permettez-moi de prendre un exemple simple. Quelqu'un qui fait le choix d'acheter une maison, il va se développer un capital. Est-ce que c'est une garantie qu'il n'y aura pas à un moment donné un problème avec la maison, qu'il n'y a pas une maison en face qui va se construire, qui va obstruer sa vue? Mais les gens seront toujours chez eux responsables de ce qu'ils ont. Moi, je vous renverrai la question de pourquoi aurions-nous besoin, nous, de la tutelle d'Ottawa pour décider de ce qu'on fait chez nous? Moi, je pense qu'on est capable de faire encore mieux qu'Ottawa fait avec l'argent qui nous appartient. Merci beaucoup, Mme Côté. Merci, M. Boisclair. Merci, Courte pause et on revient à Madame, Monsieur, poser votre question. Madame, Monsieur, vous voulez réagir? Venez en discuter sur espacecanoë.com. M. Boisclair, je vous présente M. Claude Lamontagne, un retraité de Longueuil. Monsieur Boisclair, le Québec a une dette nationale d'au-delà de 120 milliards de dollars. C'est juste. Ne serait-il pas possible que l'État du Québec exploite commercialement les nombreuses ressources éoliennes disponibles au Québec, ainsi que les ressources en eau potable, afin de payer le plus rapidement possible cette dette nationale? Alors, je pense que la réponse, il y a 2 volets qu'il faut lui donner. Est-ce qu'un jour, Hydro-Québec pourrait elle-même prendre à sa charge le développement éolien, entre autres sur les terres publiques? La réponse, ça peut être oui, monsieur. Mais quand on a lancé les programmes d'éolien, la réalité, c'est qu'Hydro-Québec voulait rien savoir du développement d'éoliennes. Et quand j'étais au gouvernement, avec M. Landry, on a fait appel au secteur privé, qui a développé une expertise et qui connaissent mieux que quiconque où sont les meilleurs gisements de vent. Parce que l'éolienne, c'est pas juste la technique là, de planter quelque chose dans le sol puis de l'installer. Il faut savoir où les installer, comment tirer le meilleur rendement et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'à terme, Hydro-Québec pourrait faire ça? La réponse, c'est oui. Sur la question de l'eau, et ça, c'est une belle question. Il y a des gens qui disent que l'État devrait commercialiser l'eau et que le gouvernement du Québec devrait lui-même mettre sur le marché. C'est bien ce que je comprends de votre question? Ou obtenir des redevances. Oui. Ah, voilà. Ben, vous venez de me souffler la réponse. Alors, moi, ce que je pense, c'est que toutes celles et ceux qui utilisent l'eau à des fins industrielles ou commerciales, ça, c'est pas juste le monde qui la met dans des bouteilles, c'est des gens qui la transforment pour faire de la bière, du jus, ou qui l'utilisent dans des procédés industriels. Ces gens-là devraient payer une redevance à l'État. C'est ce que j'avais inscrit dans la politique nationale de l'eau. J'ai fait adopter à l'Assemblée nationale du Québec. Puis vous, sur moi, si on prend le pouvoir, je vais faire en sorte que ces objectifs se réalisent et il y aura une redevance pour toutes celles et ceux qui utilisent l'eau à des fins industrielles ou commerciales. Pourquoi? Parce que cette ressource-là, elle vous appartient, monsieur. Mais vous, ce que vous souhaiteriez, si j'ai bien compris votre question, c'est que ces redevances-là soient officiellement affectées au remboursement de la dette. Exactement. Oui. Est-ce que c'est possible? Et c'est le genre de choses qu'on peut très bien regarder. Est-ce qu'on a besoin d'attacher le nouveau revenu au remboursement de la dette? Pas nécessairement. Ce qui est important, c'est que dans l'ensemble des comptes publics, qu'on fasse encore des efforts pour diminuer notre dette. Il y a en ce moment des redevances exigées à Hydro-Québec qui vont directement dans le fonds des générations. Nous allons maintenir ce fonds-là. Est-ce qu'on pourrait l'alimenter de nouvelles sources? C'est des choses qui se regardent. Et ce qui est important, c'est qu'on agisse sur la dette, peu importe d'où viennent les revenus. Au-delà de ce que j'ai suggéré, l'eau potable, l'énergie éolienne, est-ce qu'il y a d'autres possibilités que vous avez envisagées? Pour agir sur la dette? Toujours pour payer la dette.
Bon, alors moi, j'ai une proposition à vous faire. Alors, la dette... Je vais l'accepter. Non, mais on peut en discuter. Alors, la dette, c'est un sujet qui doit être préoccupant pour le Québec. Et puis, je pense qu'on arrive tous un peu à agir sur la dette. Quand notre économie croît plus rapidement que notre dette, le poids relatif de notre dette diminue. Donc, déjà, on est capable d'agir. Mais les années où ça va bien au Québec, où on a, par exemple, où on aurait une croissance de notre produit intérieur brut, notre richesse nationale, de plus d'un 2,5 %. Moi, ce que je propose, pour chaque pièce qui est au-dessus, qu'on en prenne 50 cents, qu'on le mette sur la dette, puis l'autre 50 cents, qu'on le mette en baisse d'impôt. Donc, quand les choses vont bien au Québec, qu'on a un bon rendement du côté économique, j'aimerais qu'on agisse prioritairement sur la dette puis sur la baisse des impôts. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Je vous présente notre plus jeune invité. Il va voter pour la première fois, Carlos Santamaria Bouvier de Blainville. Bonjour, monsieur Bouvier. Bonsoir. Je suis un étudiant au collège Janel Gauche, je fais partie du mouvement écologique. Donc, justement, ma question a 2 volets sur l'écologie. Dans votre feuille de route, votre programme pour l'énergie éolienne est le suivant, et je cite. Le gouvernement du Parti québécois augmentera la cible de développement de l'énergie éolienne de 10 à 20 % de la production d'électricité au cours des 10 prochaines années. Pour pallier à cette contrainte, il faudra installer 7771 éoliennes de plus que celles qu'on a déjà. Ça, je l'ai fait à partir d'un calcul basé sur les chiffres d'Hydro-Québec. Où allez-vous installer ces éoliennes-là? Parce que ça va prendre énormément de place, une éolienne. Oui. Je pense que ce qu'il faut surtout éviter, c'est qu'il y ait des problèmes de conflit entre ceux qui vont produire de l'énergie par l'éolienne, des gens qui vivent et des gens qui vivent alentour. En ce moment, c'est ça qu'on voit, particulièrement en Gaspésie. Alors, est-ce qu'on peut encadrer le développement pour faire en sorte que ça se fasse de façon harmonieuse? La réponse est oui. Pourquoi? Protéger nos paysages, protéger des activités touristiques, protéger des activités commerciales, faire en sorte que les agriculteurs soient bien respectés. Où est-ce qu'on peut les mettre maintenant, ces éoliennes? Il y a bien des possibilités. La question commence à se poser. Il y a le nord du Québec. Hein? Oui, il y a le nord du Québec. Moi, je n'ai pas le chiffre de 7000, mais je prends votre parole. Il y a le nord du Québec. Il y a aussi beaucoup dans l'eau où on est capable d'installer des éoliennes. Alentour, donc, dans nos bassins maritimes où on peut aussi penser à des éoliennes, je pense que si on peut, dans le respect des communautés locales, puis dans le respect des gens qui vont céder leur terre, qu'on est capable d'atteindre cet objectif-là. Mais ça veut-tu vouloir dire de couper des forêts, puis peut-être aussi de nuire aux activités marines, ou nuire aux poissons, aux oiseaux et tout ça? Chaque projet doit se faire, particulièrement en milieu marin, dans le respect des règles de l'environnement. Puis dans le cas de l'environnement marin, ça veut dire un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, puis même parce qu'on est toujours dans le Canada, puis que le gouvernement fédéral a la responsabilité des pêches, ça prend même une autorisation du ministère de l'Environnement du Canada. Et en fait, pour l'instant, vous proposez juste des grandes places, mais vous n'avez pas de place précise en tête. Non, je parle du nord du Québec. Je pense que c'est là, en priorité, qu'on sera capable, sur des terres publiques, de faire du développement éolien. Alors, je vais enchaîner avec ma deuxième. Pourquoi n'encouragez-vous pas d'autres formes d'énergie telles le nucléaire, le géothermique ou le solaire? Alors, comprenons-nous bien. Au Québec, d'abord et avant tout, la priorité, l'hydroélectricité. Et je pense que c'est là où il faut encore faire des efforts importants. Est-ce qu'on peut diversifier notre portefeuille de production énergétique? Oui, par des énergies propres et renouvelables. L'éolienne en est. Est-ce que je souhaiterais qu'il y ait plus de géothermie qui se fasse au Québec? Bien sûr. Est-ce que je serais prêt à soutenir des familles ou des entreprises qui font le choix de la géothermie? La réponse est bien sûr. Parce qu'en ce moment, ces technologies, même si on peut souhaiter qu'elles se développent, elles sont particulièrement dispendieuses au coût d'achat. Ça se rembourse avec le temps, mais c'est dispendieux pour bien des familles. En d'autres mots, oui, l'incitation à ces technologies. Puis peut-être même, il y a une idée qu'on pourrait partager, c'est que si ces gens-là utilisent, par exemple, la géothermie, puis produisent de l'énergie, et qu'ils en produisent plus qu'ils en ont besoin pour leur propre consommation, pourquoi ne pas renvoyer ça sur le réseau d'Hydro-Québec? Et de même d'avoir, oui, mais les compteurs à rebours dans le secteur résidentiel ne sont pas encore disponibles. Parce que s'ils en produisent de l'énergie, ils la gardent pour eux, mais l'énergie additionnelle ne permet pas de faire reculer le compteur en ce moment dans les milieux résidentiels. Oui, ça se fait présentement. Il y a un projet d'Hydro-Québec et ça se fait maintenant. Moi, je l'ai essayé, puis il y a bien des gens qui souhaiteraient le faire. Peut-être qu'il y a des projets pilotes, mais ce n'est pas une pratique qui est généralisée en ce moment au Québec. Merci beaucoup, Carlos. Merci, monsieur. Merci, M. Waclair. Je vous présente M. Frédéric Soriol, qui vient de Saint-André-d'Argenteuil et qui est un producteur agricole. Bonsoir, M. Boisclair. Bonsoir, D'abord, monsieur. Merci beaucoup de nous permettre l'opportunité de participer à cet exercice démocratique. Alors, récemment, en France, des intellectuels ont débattu de la possibilité de jumeler
le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé, compte tenu que les deux tiennent à cœur le bien-être et la santé de la population. Alors, je vais suivre avec une lecture, s'il vous plaît. Actuellement, au Québec, des centaines de millions de dollars sont dépensés chaque année afin de soutenir une agriculture industrielle qui a créé un surendettement à la ferme, très important, et une consommation excessive de produits chimiques imposant un modèle agricole que beaucoup de gens remettent en question. Pendant ce temps, l'agriculture biologique et l'agriculture paysanne durable ne reçoivent pas le soutien nécessaire à leur développement. C'est à constater que nous n'existons pas pour le gouvernement. Advenant que votre parti, M. Boisclair, prenne le pouvoir le 26 mars, seriez-vous en mesure de prendre résolument le virage qui soutiendrait l'agriculture biologique qui, en ce moment, ne reçoit peu de support étatique? Moi, je comprends que votre question, de plus en plus de Québécois se la posent. Parce qu'ils réalisent qu'entre leur état de santé, puis ce qu'ils ont dans leur assiette, puis ce qu'ils mangent à chaque jour, qu'il y a des liens très, très, très évidents. Ça va au-delà de la question de la malbouffe. Et des gens s'inquiètent de la présence parfois de produits chimiques dans les aliments qu'ils mangent. Donc, est-ce qu'il y a moyen au Québec de faire plus pour les produits biologiques? La réponse, c'est oui. Entre autres, pourquoi ne pas mieux soutenir des agriculteurs qui doivent payer des frais assez importants pour la certification de leurs produits? Parce que s'ils veulent avoir l'étiquette biologique, il faut qu'ils soient certifiés et c'est souvent dispendieux. Moi, je serais prêt à donner un coup de pouce à ce monde-là. Intervenir, ce sont vraiment des mesures minimes. Ça ne contribuera pas au développement de l'agriculture biologique, l'agriculture paysanne durable au Québec. La deuxième chose, je pense qu'il faut aussi envisager, ce sont les débouchés pour ces produits-là. Parce que si vous produisez seul, bien sûr, il y a des marchés locaux qui sont disponibles, mais la mise en marché de ces produits, l'accès aux grandes surfaces, l'accès aux tablettes, c'est excessivement dispendieux. Moi, j'aimerais vous soutenir dans vos efforts de commercialisation de vos produits. Je pense que ce serait une mesure qui pourrait vous donner un coup de pouce. Si vous me permettez. Allez-y. Présentement, au Québec, nous avons moins de 30 000 agriculteurs et agricultrices d'enregistrés. Le problème, parce que dans les années 80, nous étions 150, 160 000 agriculteurs enregistrés au Québec. C'est un mécanisme d'occupation du territoire par et pour l'agriculture. Le modèle que nous aimerions promouvoir avec une agriculture paysanne durable, ce serait des modèles de petite envergure qui permettraient, parce que je rencontre énormément de jeunes qui sollicitent l'opportunité d'acquérir un cheminement pour l'agriculture. Oui. Moi, je suis favorable à cette vision des choses, mais je veux vous dire quand même, honnêtement, attention aussi. Parce que prenez par exemple nos producteurs de volailles. Prenez par exemple nos producteurs bovins. Ils ont à faire face à de la vraie concurrence. Puis on l'a vu tout récemment dans le secteur porcin, où des producteurs nous disaient, écoutez, on n'est plus capable d'arriver, il faut repenser notre façon de faire. Et la clé, c'est d'investir dans notre compétitivité. Parce qu'on peut pas, nos producteurs chez nous ne peuvent pas être moins compétitifs que nos voisins. Sinon, c'est des jobs qui perdent. Sinon, c'est des salaires qui baissent. Alors, je ne veux pas non plus vous dire que votre vision des choses, c'est celle qui doit commander tout ce qui va se passer dans le milieu agricole. Je pense cependant qu'il faut avoir de la variété, qu'il faut que les consommateurs aient des choix. C'est ça que je trouve dommage en ce moment, parce qu'on n'a pas de choix. Puis regardez ce qu'on a dans nos magasins en ce moment. Souvent, c'est même pas des produits faits au Québec. Des carottes, des piments, des céleris. C'est souvent importé des États-Unis, dans certains cas même d'Amérique latine. Ça, c'est une partie du problème, mais je crois, si vous me permettez brièvement, c'est l'occupation du territoire agricole, parce qu'avec une population agraire de moins de 30 000 entreprises agricoles au Québec et une relève qui ne pourra s'établir à cause du coût de l'entreprise agricole moderne, quel est l'espace par un gouvernement du Parti québécois? Une des propositions qui est contenue dans notre feuille de route, c'est d'aider la relève agricole. Il existe en ce moment des appuis financiers qui sont donnés aux jeunes de la relève, entre autres ceux qui sont allés chercher des formations de niveau collégial ou professionnel, ce qui leur permet d'être encore plus compétents pour accepter ou acheter la propriété de leurs parents. Ces subventions sont imposables. Je propose, moi, de lever le critère imposable de ces appuis pour faire en sorte de donner un coup de pouce additionnel à la relève, parce que c'est vrai que ce monde-là, quand ils doivent acheter une ferme dont la valeur peut tourner au-delà du million, bien facilement, que ça rend les choses excessivement difficiles pour des jeunes de la relève. Merci, M. Boisclair. Bonne chance dans vos projets, monsieur. Merci, M. Soriol. Un moment de pause et on retourne aux questions au chef du Parti québécois. Si vous voulez réagir, venez en discuter sur espacecanoë.com. M. Boisclair, je vous présente Mme Émilie Legault de Montréal. Bonsoir, M. Boisclair. Bonsoir, Madame. Le salaire moyen au Québec est d'environ 27 000 $. Moi, qui est secrétaire à l'hôpital Sainte-Justine, je gagne environ 28 000 $ par année. Je représente donc la classe moyenne.
Le 26 mars prochain, je vais voter pour quelqu'un qui sait représenter et comprendre les intérêts de ma classe. Vous semblez au-dessus de la classe moyenne par votre manière d'agir et de vous conduire. En fait, M. Boisclair, vous nous semblez hautain. Alors, comment pouvons-nous être certains que vous saurez défendre nos opinions, représenter nos intérêts, comprendre nos préoccupations et partager nos points de vue? Madame, moi, je fais simplement, au-delà des vêtements que je peux porter, de mon histoire, moi, je suis très content puis très fier de ce que mes parents m'ont donné, ils m'ont appris. Je suis content de réussir dans la vie, puis je regrette parfois si les gens, je sais pas, vont peut-être questionner la façon dont je suis habillé, puis ma cravate, mais je suis un gars, moi, ça fait 15 ans que je travaille avec le monde. J'ai représenté du monde de Rosemont puis de la petite patrie à l'Assemblée nationale, puis c'est du monde des travailleurs, des cols bleus, du monde ordinaire. J'ai travaillé avec ce monde-là. Comment j'ai réussi à faire? À les écouter. Pas en arrivant toujours avec des réponses, mais en me mettant à table avec le monde. Moi, je pense qu'une des responsabilités du premier ministre, c'est pas de gouverner par bâillon, c'est pas de penser qu'il est propriétaire du Québec, c'est de s'asseoir avec le monde. Puis quand je vois qu'on était chercher des appuis, des progressistes au Québec, entre autres des milieux syndicaux, quand je dis aux Québécois que je veux redonner les droits aux travailleurs quant à la possibilité de négocier leur convention collective, quand je dis que je veux mieux les protéger, je suis préoccupé de la situation des accidents au travail, qu'il y a des choses qu'il faut faire, puis que je vais mobiliser des gens derrière moi, je pense qu'il y a des pistes intelligentes. Quand je dis au Parti québécois qu'on va indexer les prestations à l'aide sociale, je sais que ce n'est pas nécessairement votre cas, vous avez un salaire, vous travaillez. En d'autres mots, mon message le plus simple, madame, c'est pour le monde qu'on gouverne. Au Parti québécois, on est une gang de gens qui avons appris à parler au nom des gens qui ne sont pas toujours capables de s'organiser. Et d'ailleurs, vous le voyez bien dans les appuis qui nous sont offerts, d'où le monde du Parti québécois vient. On a les deux pieds ancrés dans le vrai monde au PQ. Pensez à des femmes comme Louise Arel. Pensez à Linda Goupil. Pensez à des gens qui ont mené de grandes réformes. J'espère que si peut-être moi je vous inspire moins, que si vous regardez l'équipe, l'ensemble de l'œuvre du Parti québécois, nos réalisations social-démocrates, l'assurance médicaments, les CPE, l'équité salariale, c'est nous, je pense que là, vous aurez plus de doute quant à nos convictions et ce qu'on est capable de faire. Merci, M. Merci, M. Boisclair. Merci, madame, pour votre question. Monsieur Belrose, qui vient de Repentigny. Bonsoir, M. Boisclair. Bonsoir, M. Belrose. Considérant ce qui est connu de votre passé et des moments actuels de la campagne électorale, que pensez-vous sincèrement de votre crédibilité en tant que premier ministre du Québec? Alors, je n'ai aucune inquiétude, monsieur. Ma crédibilité, d'abord, c'est le processus électoral qui va me le donner. J'ai été franc, ouvert et transparent. Et ma crédibilité, c'est pas moi qui va la décider. C'est entre vos mains. C'est à vous à choisir. Et si vous avez des doutes, regardez l'équipe que j'ai réunie alentour de moi. Regardez des gens qui ont fait le choix de quitter parfois leur travail. Je pense à Bernard Drainville. Je pense à Pierre Curzi. Je pense à Linda Goupil à Lévis. Les gens que j'ai réunis alentour de moi, qui sont des proches personnes, qui me voient travailler, qui voient comment j'exerce mon leadership, qui voient comment j'exerce mes responsabilités, ont porté un jugement, puis ont dit on a le goût de travailler avec lui. C'est un gars qui est intelligent, un gars qui est travaillant, un gars qui est franc, qui est honnête, puis qui est un gars généreux de son cœur. Je pense que si vous avez des inquiétudes, regardez-la. Mais en toutes circonstances, monsieur, et c'est la beauté de la chose en démocratie, c'est à vous de juger. Merci, M. Boisclair. Ça fait plaisir, monsieur. M. Boisclair, Mme Joëlle Bérubé, de Montréal. Bonsoir, M. Boisclair. Bonsoir, madame. Alors, les Québécois ont beaucoup entendu parler de vos consommations de substances illicites et de vos erreurs du passé. Les médias ont exploité cet aspect de votre vie et ont fait le tour de la question de fond en comble. Ce sujet ne devrait pourtant pas être le seul souci d'une nation qui s'apprête à élire un chef, vous serez d'accord avec moi. C'est pourquoi je pense qu'on oublie un peu le but principal de cette investigation, qui est en fait de savoir qui vous êtes réellement en tant qu'individu. Alors, la vraie question que je veux vous poser ce soir, quel est le véritable profil d'André Boisclair en tant que chef du Québec? Le profil. Aidez-moi un peu pour que je réponde correctement à votre question. Vous voulez dire quoi par le profil? Profil, qui êtes-vous en tant qu'individu et non en tant que ce que vous avez pu faire comme erreur dans le passé ou peu importe ce qu'on a entendu, surtout dans les médias. Je pense que je suis un maudit bon gars. Pour tout vous dire. Non, parce qu'on entend beaucoup de choses dans les médias et y a beaucoup de gens, tout comme moi d'ailleurs, qu'on ne voit pas toujours à l'extérieur des médias. Donc, ce qu'on entend, c'est ce qu'on finit par
se demander qui oui. vous êtes à l'extérieur de ça. Il y a ma bibliographie, vous pouvez tout voir ce que j'ai fait et tout le reste. Bon, ça, c'est une chose. Mais il y a l'autre gars aussi qui est d'abord passionné du Québec. Moi, c'est ma vie, là, comprenez-vous. À 23 ans, je suis député à l'Assemblée nationale. Je suis un gars qui a été privilégié dans la vie, je le reconnais. Puis, je viens, moi, d'une famille d'entrepreneurs. Papa est un entrepreneur, mon frère est un entrepreneur, tous mes oncles le sont. Je me sens confortable, moi, sur la glace. Et je me suis toujours senti privilégié de la vie que j'ai pu vivre. Puis j'ai le goût de redonner. C'est pour ça que je fais de la politique. Parce que le statu quo, il y a des choses qui me choquent au Québec. J'ai le goût de m'investir. J'entreprends pas pour mon profit personnel, j'entreprends pour l'intérêt collectif, pour le bien commun. Puis pour le reste, je suis un gars qui aime bien vivre. Je suis un gars qui aime recevoir du monde à la maison. Je suis un passionné d'aviation. Je suis un passionné de plein air. Me rencontrer au sommet d'une montagne, c'est sûr que c'est pas la même chose que de me rencontrer dans un studio avec mes habits, puis avec tout ce qui vient avec ici, la caméra et tout le reste. Mais je pense que je suis un gars qui est agréable, qui aime le monde, puis qui essaie de le communiquer du mieux qu'il peut. Dans des formules qui ne sont pas toujours simples. Les médias, c'est des petits clips de 10 secondes, 5 secondes, puis tout ça. Puis il y a le stress aussi, des fois. De rentrer ici tantôt dans le studio, d'être impressionné par les éclairages, par le monde, le silence. Même si ça fait des années que je fais ça, il y a toujours un petit quelque chose en dedans. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, vous me voyez dans un autre contexte. Et je veux d'abord vous dire merci, Claude, pour cette invitation, pour cette idée que vous avez eue. Parce que je pense que ça nous permet de nous montrer sous un autre visage, au-delà du petit clip au bulletin de nouvelles de 10 ou 15 secondes. Mais M. Boisclair, vous avez remarqué par la question de Joël et d'autres, et il y en a d'autres ici là, qui se retiennent en silence. Il y a un problème de perception à votre égard. Vous le vivez cruellement, je dirais, depuis le début de la campagne électorale. Ouais. Tout ça, c'est une question de point de vue. Moi, je ne transformerai pas mon image. Je ne peux pas, à un moment donné, la perception, je le vis avec. Et c'est vrai que mes amis proches, les gens qui me connaissent bien, ils regardent ce qu'on dit de moi, puis eux qui me connaissent, ils disent, mon Dieu, c'est comme si on présentait une autre personne. Et c'est vrai que la télévision grossit tout. Quand on parle à la télévision, c'est comme si on criait dans la rue. Je dois vivre avec ça, mais j'essaie cependant de rester très focus, très les yeux rivés sur l'objectif. Alors, je vis avec ça. Et pour le reste, merci de me donner des occasions comme ce soir, me présenter sous un autre visage, plus peut-être spontané, naturel. Ça vous va, Joël? Parfait. Merci. Merci, M. Boisclair. Une pause. D'autres questions à André Boisclair. Si vous voulez réagir, venez en discuter sur espacecanoë.com. M. Boisclair, je vous présente Julien Fournier-Dorion. Il est étudiant de Laval, pas l'Université de Laval, il vient de la ville de Laval. Allez-y. Bonsoir, M. Boisclair. Bonsoir, M. Alors, l'affichage en français et la place de la langue officielle du Québec dans les milieux de travail sont des sujets qui ont refait surface au cours de la dernière année dans les médias. Oui. Certains d'entre eux semblent constater un recul au profit de l'anglais dans certains secteurs. Alors, ma question, comment entendez-vous promouvoir la langue française? Une promesse qui se trouve d'ailleurs dans votre plateforme électorale. Oui. Alors, en d'autres termes, que comptez-vous faire concrètement pour donner préséance aux Français? Alors, j'essaie, moi, de bien la parler. Et je pense que si nous sommes portés au pouvoir, qu'il y a des gestes qui doivent être posés. Je constate, comme vous, un recul du français dans bien des domaines. Même si, admettons, que dans les 20 dernières années, il y a eu un immense progrès. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? D'abord, s'assurer d'un meilleur enseignement du français. Deuxièmement, mieux soutenir l'intégration des immigrants, mieux leur enseigner le français et en particulier l'enseigner dans les milieux de travail. Il y a une époque où c'était une pratique courante, des ententes avec des syndicats, des employeurs et le gouvernement du Québec où on offrait des services de francisation en milieu de travail. L'autre chose aussi qu'il faut faire, c'est de s'assurer que des gens puissent, en toutes circonstances, continuer d'avoir le droit d'étudier en français et de travailler en français. Je veux dire, le droit d'étudier en français, on l'a. Quand je vois ce qui se passe, par exemple, en ce moment, dans des secteurs de pointe, en aérotechnique, il y a tout un débat là, sur la place de l'enseignement du français. On voudrait ouvrir un cours en anglais pour attirer des gens, parce que l'argument est suivant. Tous les manuels sont en anglais, ça se passe tout en anglais. Ça, ce genre de situation doivent cesser. Et puis, il faut du leadership gouvernemental, si vous comprenez les décisions, nous allons les prendre. C'est pas vrai parce qu'on est dans des secteurs de pointe qu'on doit accepter d'avoir l'obligation d'étudier en anglais et de travailler en anglais. Et ça, c'est un engagement qui est au cœur de ce que nous sommes, nous, au Parti québécois.
Donc, en ce sens, auriez-vous un engagement plus précis ou une intention assez rapide concernant une éventuelle élection que vous pourriez mettre en place? Est-ce qu'il y a chez nous un objectif de rouvrir des lois linguistiques en ce moment au Québec? La réponse est non. D'accord. Merci. Merci. Je vous présente M. Alain Morin. Il vient de Saint-Lambert-de-Lauzon. Bonsoir, M. Boisclair. Bonsoir, monsieur. Alors, je suis originaire de la Beauce et j'ai le plaisir de travailler en Chaudière-Appalaches à l'extrémité tout près du Bas-Saint-Laurent. Alors, ma question est la suivante. Au cours des derniers jours, vous avez parlé d'affecter une somme de 500 millions de dollars afin d'aider les entreprises en région. Oui. Une telle aide se traduira nécessairement en emplois de bonne qualité et fort bien rémunérés. On le souhaite. On le souhaite. Ouais. Cependant, je suis à même de constater que les entreprises rencontrent de sérieuses difficultés quand vient le temps de recruter des travailleuses et des travailleurs de haut calibre. Peu importe la région, les pénuries sont importantes. Or, je crois comprendre qu'il existe présentement, ou qu'il n'existe, pardon, présentement, au point de vue fiscal, peu ou pas d'incitatifs pour les candidats et candidates à des postes de haut calibre, comme je vous disais. Et ça, évidemment, hors les grands centres. Les efforts tels le covoiturage, les déménagements, que ce soit les ventes des maisons et j'en passe, ne sont aucunement encouragés ou valorisés. Ma question, est-ce qu'un gouvernement éventuel du Parti québécois serait prêt à s'engager de manière formelle à réviser ces lois de façon à bonifier et même à avantager des initiatives visant la mobilité de la main-d'œuvre? Bon, c'est une belle question. Je vais essayer d'y répondre. D'abord, constat de pénurie de main-d'œuvre, d'accord avec vous. Et c'est encore plus vrai pour des travailleurs spécialisés. Comment améliorer la mobilité des gens? Bon, d'abord, les gens peuvent se promener partout sur le territoire. Il y a des choses, cependant, qui la restreignent, la mobilité. Et c'est entre autres ceux qui bénéficient d'un régime de retraite. Quand ils sont attachés à une entreprise, le transport de leurs droits d'un régime de retraite dans un nouveau régime, ce sont des choses qui sont complexes. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être regardées de ce côté-là? Oui. Est-ce que nous avons des propositions concrètes dans notre programme sur cette question? La réponse est non. Je vais être simplement bien honnête avec vous. Mais à part cet obstacle, est-ce que vous voyez, vous, d'autres obstacles qui devraient être levés pour faciliter la mobilité de la main-d'œuvre? Je suis heureux que vous me posiez la question, M. Boisclair, parce qu'effectivement, oui, j'en vois. Il y a beaucoup d'obstacles. En fait, il n'y a aucun incitatif. On ne parlera pas d'obstacles, il n'y a aucun incitatif. C'est-à-dire que, à partir de la première journée où vous déménagez, par exemple, et je vous donne un exemple, de Saint-Lambert-de-Lauzon à Thetford Mines, on vous dit, bon, on va vous payer l'équivalent de votre petit motel, quelques repas, et vous vous arrangez avec ça. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a des familles qu'on doit déplacer parfois. Il y a des enfants qu'on doit relocaliser dans les écoles. Okay. Et c'est toujours sur le plan fiscal? Toujours sur le plan fiscal. Vous espérez une aide? Est-ce que c'est pensable? Toujours sur le plan fiscal, M. Boisclair. Je ne pense pas que l'État devrait se mêler de ce genre de choses. Est-ce que, cependant, il y a quelque chose qu'on pourrait faire ensemble? Et je pense que oui. En ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui quittent les régions et qui vont étudier dans les grands centres. Et la difficulté qui se pose pour plusieurs régions plus éloignées des grands centres, c'est que ce sont des pertes nettes. Est-ce qu'il y aurait moyen d'encourager ces jeunes à revenir vivre dans les régions du Québec? Un gouvernement du Parti québécois l'avait fait. Puis on avait dit, on va diminuer une partie du fardeau de la dette d'une personne qui vient d'une région, qui est allée étudier à Québec ou à Montréal ou à Trois-Rivières. Quand elle revient dans sa région, on va la soulager d'une partie de sa dette. Les libéraux ont coupé ça dans les derniers mois. Est-ce qu'on pourrait revenir et être peut-être plus généreux sur la question? Je pense que ça peut constituer une piste de solution. Si vous avez d'autres idées, je suis prêt à les recevoir, mais je ne pense pas qu'il y aura des crédits fiscaux ou des subventions pour soutenir le déménagement ou payer pour des frais de déplacement pour des gens qui auraient un emploi dans une région plus éloignée ou une région qui n'est pas celle où ils vivent. Merci beaucoup. Merci, M. Boisclair. Je vous présente M. Robert Gingras de Gatineau. Bonsoir, M. Boisclair. Bonsoir, M. Gingras. Au Québec, il existe une loi, la loi sur l'autorité des marchés financiers, qui a comme mandat de protéger les consommateurs, en ce sens les investisseurs québécois. Oui. Au cours des dernières années, des milliers d'épargnants québécois ont subi des pertes financières à la suite de plusieurs scandales financiers.
Norbeau est un bel exemple. Montreal est un autre bel exemple. Il y a énormément de retraités, de travailleurs et de jeunes couples qui ont perdu des sommes astronomiques. Ma question est la suivante. Dans le cadre de la Commission des finances publiques sur la protection des épargnants, qu'est-ce que votre parti entend faire pour assister les investisseurs québécois afin de minimiser les risques inhérents aux fraudes et aux détournements? Alors, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de s'assurer de la qualité de l'information financière. Et à chaque fois qu'il y a eu des fraudes, à chaque fois qu'il y a eu des difficultés, de quoi on s'est aperçu? Que des comptables avaient signé des rapports financiers qui ne disaient pas tout de la réalité financière de l'entreprise. Les comptables, aujourd'hui, pour avoir discuté récemment avec eux, font très, très, très attention sur la qualité de l'information financière, des pratiques qui changent. La responsabilité de l'État, ce n'est pas de porter un jugement sur la valeur d'un placement, ça vous appartient, puis vous prenez des décisions en fonction du risque que vous êtes capable d'assumer, que vous souhaitez bon ou moins bon, mais la responsabilité de l'État, pour que si on veut que les marchés fonctionnent bien, c'est la qualité de l'information financière. Et ça, c'est la première chose. La seconde, ceux qui se mettent la main dans le sac, là, puis qui font des choses qui ne sont pas correctes, il faut qu'il y ait des sanctions sévères, et je dirais même encore plus sévères que celles qui sont en ce moment présentes dans nos lois. Je pense que ce sont les deux gestes qu'un État peut poser. Si vous avez d'autres recommandations, est-ce qu'on pourrait peut-être aller jusqu'à un système d'assurance? Il existe en ce moment dans les banques un fonds d'assurance. Si votre banque ferme, vous avez une garantie, une assurance jusqu'à 60 000 $, si ma mémoire est juste, qui protège votre dépôt. Les compagnies d'assurance se sont dotées entre elles d'un fonds d'assurance qui s'appelle la SIAP. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin, penser à de nouveaux fonds d'assurance? Je n'ai pas de proposition concrète dans notre feuille de route sur cette question. À ce niveau-là. Non. Et puis on n'en a pas encore démontré l'urgence. Permettez-moi brièvement, la loi sur l'autorité des marchés financiers est là pour aider, pour protéger les consommateurs, les investisseurs. En fonction du recours collectif qui a été intenté contre l'AMF au montant de 130 millions, il est clairement établi que l'AMF, qui opère à partir des deniers publics, a fait des fautes, des erreurs et des omissions dans le cadre de leurs inspections. Et c'est pour ça que les épargnants ont été lésés. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là pour créer une réassurance chez les investisseurs québécois? Eh mon Dieu. Très rapidement. Ce que je dois vous dire, quand une situation se retrouve devant les tribunaux, la dernière chose que je peux faire, c'est commencer à m'en mêler. Vous avez cependant des recours, vous exercez un recours collectif. Ceux qui vont trancher ces questions-là, ce ne sont pas des élus. Ce sont des juges. C'est à partir des décisions qu'ils rendront que le gouvernement se comportera en conséquence. Mais je ne peux pas m'immiscer dans un débat qui est en ce moment devant les tribunaux. Vous vous souvenez de quelqu'un qui avait appelé un juge à un moment donné? Je vous remercie, M. Boisclair. Merci, M. Gingras. Une pause, encore une fois, puis on revient à M. Boisclair. Si vous voulez réagir, venez en discuter sur espacecanoë.com. M. Boisclair, je vous présente Mme Carole McCollison. Bonsoir, M. Boisclair. Bonsoir. Vous dites vouloir diminuer de 10 la taille des classes seulement à la fin du primaire et seulement en milieu défavorisé. Oui. Or, il y a des enfants en difficulté d'apprentissage dans tous les milieux, puis dans tous les niveaux. De plus, on note une augmentation du nombre d'enfants en difficulté d'apprentissage depuis la réforme qui a pris naissance sous le gouvernement du Parti québécois. Oui. Ça, c'est sans parler des bulletins qui ne reflètent pas la situation réelle et précise d'un enfant qui fréquente l'école. Il est clair que vos promesses, même en tenant compte de l'embauche des conseillers pédagogiques qui est prévue dans votre plateforme électorale, sont nettement insuffisantes pour venir en aide rapidement aux enfants qui sont en difficulté et qui ne reçoivent pas l'aide des services de spécialistes. Que comptez-vous faire de concret pour venir en aide à ces enfants-là et ainsi éviter qu'une grande partie d'entre eux deviennent des décrocheurs? Il faut que vous m'aidiez, par exemple. Oui. Parce que dans notre plateforme, il y a un certain nombre de choses. Vous les avez évoquées, diminution des ratios, l'accès à des tuteurs, plus de spécialistes, plus de soutien aux enseignants. Oui. Votre message, pendant que vous me dites, c'est pas assez. Et voilà. Aidez-moi à convaincre les Québécois que l'éducation, ça doit être notre priorité. Alors qu'on a parlé tout à l'heure de pénurie de main-d'œuvre, alors qu'on voit que sur le plan économique, qu'on pourrait faire mieux, alors que des gens se soucient de l'avenir de leur région,
c'est quoi la plus belle chose qu'on peut faire ensemble collectivement? Investir dans ce qu'on a de plus précieux, ce qu'on a entre les deux oreilles, ça s'appelle la matière grise. Puis c'est pour ça que j'essaie de porter ce propos sur l'éducation. Je réalise, comme vous, quand je regarde les sondages, que l'éducation dans la tête des Québécois, ce n'est pas la première priorité. C'est loin, loin, loin derrière. C'est même pas la deuxième. J'essaie, pendant cette campagne, de prendre un pari. Il y a quelqu'un qui m'interpellait plutôt, c'est quoi votre vision sur dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? C'est en ayant les yeux sur dans 20 ans, puis dans 50 ans, que j'essaie de dire ce qu'il faut faire, c'est l'éducation. Ce qu'on a dans notre feuille de route, c'est peut-être pas suffisant, je vous l'accorde, mais c'est déjà la meilleure proposition qui est sur la table. C'est, à mon avis, un effort considérable qu'on va faire dans un court laps de temps. Puis, si on peut faire mieux, madame, je vais vous le faire. Mais j'ai le goût que vous m'aidiez, puis que le monde ici m'aide pour dire qu'au Québec, oui, il y a des problèmes en santé, puis oui, il faut mieux faire, puis oui, c'est correct, mais le Québec, c'est autre chose qu'un gros hôpital. Puis aidez-moi à convaincre le monde d'être encore plus passionné des questions d'éducation et de l'avenir du Québec. Merci. Merci, madame. Est-ce que c'est pas suicidaire pour vous, M. Boisclair, d'avoir une priorité qui n'est pas aussi, qui était tellement élevée pour vous, qui ne l'est pas autant pour le public où vous vous adressez? C'est quoi du leadership? Est-ce que c'est, je devrais me comporter comme un perroquet, puis répéter tout simplement, faire de la politique juste en regardant les sondages, ou en faire de la politique en fonction de nos convictions? Quand on prend ces paris-là, je suis bien conscient de la situation stratégique, mais on y va en fonction de nos convictions, de notre cœur, de ce qu'on a dans les tripes, et de notre vision de l'avenir du Québec. On retourne à vous, Mme Matt. Une question de conviction, justement. Vous avez répondu un petit peu brièvement tantôt, mais voici quand même ma question. Quelles mesures concrètes compteriez-vous adopter pour que le Québec devienne un milieu plus égalitaire? C'est-à-dire pour que ses citoyens, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, aient accès aux mêmes services et aux mêmes privilèges aussi. Merci pour votre question. Peut-être je bifurquerai un peu pour revenir sur la question de la santé. Une chose qui m'apparaît fondamentale, me battre pour des services publics et en particulier dans le secteur de la santé pour un régime financé par l'ensemble des Québécois et des Québécoises, pour un régime public. Et il y a des brèches qui ont été apportées par le gouvernement de M. Charest. C'est un peu complexe, ça s'appelle l'assurance duplicative. Mais chez nous, là, se battre pour des services de santé financés par le public. Geler les frais de scolarité. Moi, je pense qu'il y a encore du chemin à faire du côté de l'accessibilité. Ça, c'est... J'ai entendu M. Charest dire ça profite, c'est des riches qui en profitent. Attention, c'est du monde de la classe moyenne. Les services de garde, la même chose. Puis pas parce que je suis un partisan du mot gel. J'essaie tout simplement de dire aux Québécois qu'à travers une idée de la tarification, des frais de scolarité, frais de services à la petite enfance, c'est pas juste une logique marchande, qu'il y a des valeurs derrière ça. Puis moi, je suis inquiet de voir notre société embarquer dans le débat, de dire, bon, mais c'est juste un petit 2, un petit 5, mais tant qu'à y être, pourquoi pas un petit 2 à la visite du médecin? Pourquoi pas un petit 2 par jour à l'école primaire ou à l'école secondaire? Attention, ben moi aussi, ça me fait peur. Alors, quand je dis qu'on veut maintenir très accessibles les études universitaires, quand je dis que je veux maintenir très accessibles les centres à petite enfance, 2 piastres, les gens ont trouvé ça, tu sais, certains ont dit que c'est insignifiant. Si vous avez 3 enfants, ben c'est 6 piastres par jour, puis c'est 30 piastres par semaine, puis on évite dans les centaines de dollars. Alors, j'essaie simplement de dire qu'à travers notre tarification, que des valeurs, ce sont des gestes concrets qui, à mon avis, peuvent traduire un peu ce qu'on a dans le cœur, au-delà des lettres imprimées dans nos programmes. Il y a des valeurs qui nous animent. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Matt. Monsieur Hudon de Montréal, fonctionnaire. Bonsoir, M. Boisclair. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse déposait cette semaine le rapport du groupe de travail mixte contre l'homophobie. J'aimerais savoir quels sont les engagements d'un gouvernement péquiste face aux recommandations qui sont contenues au rapport, notamment concernant l'adoption d'une stratégie nationale de lutte contre l'homophobie. Je suis favorable à cette stratégie de lutte contre l'homophobie. Je l'ai dit quand j'étais candidat à la course à la chefferie. Je le répète aujourd'hui. Il y a encore trop de gens qui vivent des situations de discrimination et je suis effaré par la situation des jeunes homosexuels qui connaissent des taux de suicide. J'ai utilisé 2 fois plus élevé la dernière fois à la télévision, puis tout de suite, je me suis fait appeler par des médecins spécialistes. C'est pas 2 fois, c'est 3 fois. Puis dans certaines régions, on m'a dit 5, 6 fois plus élevé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Se parler intelligemment, simplement. Plaider pour le respect, plaider pour la compréhension, puis démystifier un certain nombre de mythes. Et c'est pour ça que je suis favorable à l'adoption de cette stratégie. C'était notre dernière question. Monsieur Boisclair, je vous remercie beaucoup de vous être prêté à cet échange avec les gens. Je suis sûr qu'il y aura d'autres questions qui pourraient surgir, n'importe quoi.
Mais nous avons beaucoup apprécié votre présence ce soir. Il y a un risque pour les politiciens. Comment avez-vous trouvé l'expérience vous-même? J'ai adoré l'expérience. Je prendrai d'autres questions. Ça va me faire plaisir de continuer à discuter avec eux. Mais d'abord, merci pour cette invitation, pour cette brillante idée de réunir le monde. Puis merci à vous. Merci à vous tous aussi de vous déplacer ce soir. De croire dans la politique puis d'y investir ce que vous avez prêché. Au-delà du choix que vous ferez le 26, merci de faire cette démarche citoyenne qui contribue à l'exercice démocratique. Je suis content d'avoir été avec vous. Puis bravo à tout le monde. Merci à tous. La semaine prochaine, vendredi le 16 mars, même heure, 21h jusqu'à 22h30, nous accueillerons le chef de l'Action démocratique, M. Mario Dumont. Merci encore, M. Boisclair.